Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ce format. Après le tournoi des films d'aventure et le tournoi des meilleurs films de science-fiction, j'avais envie de m'attarder sur une période entière en fait. La période des années 80, je sais que vous adorez cette période. J'étais un tout petit peu trop jeune pour la vivre, vraiment. Moi je suis plus des années 90, mais au final les grands films des années 80, les grands films cultes sont tellement restés dans le temps qu'ils ont tout autant bercé ma jeunesse alors que je suis né en 94. Et on va faire s'affronter tous ces films pour déterminer quel est le meilleur film des années 80. Ce qui va surtout, en vrai c'est toujours l'excuse, être l'occasion de m'attarder sur quelques trésors oubliés et forcément vous faire découvrir aussi des films de cette période. C'est pour ça que dans la sélection, vous verrez peut-être des films qui sont pas aussi connus que les grands classiques des années 80, mais au final, c'est peut-être plus intéressant de m'attarder sur des films que vous ne connaissez pas que de faire 5 minutes sur les Goonies, par exemple. En tout cas, j'ai donc évidemment vu tous les films de ce tournoi, et donc je vais pouvoir parler de pourquoi je garde ou j'élimine tel ou tel film, et j'ai quand même globalement pris que des chefs-d'œuvre, vraiment, dans la sélection, les amis. Sachez que juste après, ce tournoi, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans le lien en description pour le faire chez vous. Vous pourrez comme ça voir quel est votre film préféré des années 80 parmi les 32 sélectionnés. Tout est en aléatoire, donc je ne sais pas quel film va se retrouver face à tel film. Et ça commence maintenant. On cherche ensemble le meilleur film des années 80. Ouf, ok alors, bon, ça commence très vite et c'est une des spécificités de ce format en fait, c'est que globalement vu qu'il y a que des chefs-d'œuvre, il va y avoir des choix assez difficiles à faire. Bon là par exemple déjà mon choix il est fait, on a Les Goonies contre La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier qui est un film incroyable. Donc je vais pas trop m'attarder sur les Goonies, je pense que c'est un film que vous connaissez tous. La vie et rien d'autre, c'est un film de fou quoi. C'est une grande fresque historique qui se passe dans une espèce de France d'après-guerre. Ça se passe vers les années 1920. Donc on a une France déchirée, une France qui compte ses morts et qui dans le même temps veut complètement oublier son trauma de la guerre. Et dans cette histoire-là, Bertrand Tavernier va vraiment nous faire une fresque quoi, une fresque ultra spectaculaire en nous racontant le périple de deux femmes qui cherchent leur époux disparus pendant la guerre et qui vont tomber sur un commandant qui a assez grande gueule et qui a pour tâche de trouver la dépouille qui va symboliser tous les morts français, le poilu qui deviendra le fameux soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. C'est un film qui a un sujet dont on pourrait craindre qu'il soit vraiment hyper pesant, mais en fait Tavernier, qui est quand même un grand cinéaste, le regretté Bertrand Tavernier, c'est quand même un grand patron, il filme plutôt dans La vie et rien d'autre, le titre le dit assez, la nécessité de rester en vie, la nécessité de chanter, de danser, de continuer à échanger, à vivre en fait malgré les ruines. Il peut reposer sur un casting absolument incroyable et des dialogues mais vraiment merveilleux, et puis sur vraiment un grand budget et une reconstitution impeccable. C'est une grande fresque historique, c'est vraiment un exemple pour tous ceux qui se plaignent que le cinéma français ne fait rien d'ambitieux. Vraiment, regardez les films de Bertrand Tavernier et particulièrement celui-ci qui est probablement, à mon sens, son chef-d'œuvre. C'est quand même du grand cinéma, vraiment. Face aux Goonies, qui est un divertissement que j'aime beaucoup, évidemment, mais qui m'a évidemment aussi beaucoup moins marqué, je vais complètement aller vers La vie et rien d'autre. Ce sont des capsules de verre qui cassent à l'intérieur des obus et qui libèrent les gaz. Alors, tant que le dernier n'aura pas jeté son poison... Oh putain, mais ok, alors, E.T., grand E.T., grand film, tout le monde connaît, contre Kagemusha de Akira Kurosawa. C'est vraiment là où c'est un peu fou dans ce genre de tournoi, c'est que, en fait, des films que je pensais absolument insortables vont sortir du premier tour. Franchement, je pense que je vais sortir le Spielberg. Parce que quand on voit Kagemusha qui nous envoie dans le Japon du XVIe siècle pour qu'on suive des guerres de clans où l'un des camps va perdre son grand leader hyper charismatique et hyper puissant qui, dans son dernier souffle, va demander à ce que sa mort soit dissimulée pour pouvoir avoir une chance encore de gagner la guerre. Alors, on a quand même vraiment un grand film qui est produit par Francis Ford Coppola d'ailleurs, avec une réalisation, des cadres et des costumes et des décors qui sont absolument sublimes. Et il y a tout dans ce film, tu vas avoir des batailles incroyables, tu vas avoir de l'épique, tu vas avoir de l'espionnage, tu vas avoir de la machination, des complots politiques. Ça dure 3 heures et c'est... vraiment, tu vois pas du tout le temps passer. C'est encore une fois une énorme fresque, mais là, c'est encore d'une ampleur
encore différente. Je veux dire, Kurosawa, c'est le grand maître de ce genre. Sachant qu'en plus, là, il peut compter derrière la puissance et le budget débloqué par les producteurs exécutifs Francis Ford Coppola et George Lucas. Autant vous dire qu'on est face à un grand chef-d'œuvre du cinéma. Je dois forcément aller sur Kagemusha et sortir E.T. dès le premier tour. Ok, bon bah, Top Gun Vidéodrome. Vidéodrome, c'est un de mes premiers chocs cinématographiques. Je l'ai découvert très jeune, beaucoup trop jeune ce Vidéodrome. D'ailleurs, vous étonnez pas si j'ai pas mis la mouche dans ce classement. J'ai mis Vidéodrome qui est mon David Cronenberg préféré, qui est un énorme chef-d'œuvre. J'ai un tatouage de Vidéodrome sur mon corps d'ailleurs, qui synthétise toute la pensée de David Cronenberg avec une phrase, Long Live the New Flesh, qui est absolument génial ce film. Enfin vraiment, c'est un film d'une puissance ultime. À côté de Top Gun, le grand divertissement qu'on connaît tous, que j'adore, mais que j'adore plus par nostalgie, tant sa suite lui est supérieure, hein. Franchement, la suite de Top Gun roule sur le premier film, et à partir de là, je dois forcément aller sur Vidéodrome, qui peut facilement être, si je fais un top 30 de mes films, Vidéodrome y figure. Donc je vais évidemment garder Vidéodrome, putain, ça va être horrible, hein, le deuxième tour. Garde à vue et Robocop. Bon. Alors, Garde à vue, c'est un film français. C'est un film français réalisé par Claude Miller avec un casting de fou furieux. Je m'attarde à chaque fois sur le film un peu moins connu par rapport à son concurrent, hein. Et en gros, Garde à vue, il y a deux petites filles qui sont assassinées après un viol et on considère le témoin comme étant le principal suspect, d'autant plus qu'il n'a aucun alibi pour ces deux crimes et donc tu vas suivre l'enquête de Lino Ventura avec une mise en scène très mécanique, une mise en scène presque agressive parfois par des inserts très violents. En fait, on a quand même une mise en scène qui est très violente, je trouve, dans ce film. Ici, c'est vraiment une mise en scène qui tranche dans le large, je trouve. Vraiment, c'est une mise en scène très viscérale, avec une écriture, écrite, donc c'est un scénario de Audiard et dialogue d'Audiard, mais qui ici ne va pas s'amuser à sortir 50 000 punchlines à la minute, hein. Ici, il reste beaucoup plus sobre que d'habitude. Ça fonctionne d'autant mieux parce que le film s'y prête. Et puis voilà, casting Lino Ventura incroyable, Guy Marchand, Romy Schneider, Michel Serrault. Boum. Qu'est-ce que tu veux dire de ça? Tu es sur un grand film, mais en face, c'est Robocop. Et je suis extrêmement fan de Robocop, qui est pour moi le meilleur film de Paul Verhoeven. Ouais, franchement, oui, d'ailleurs, oui, complètement, c'est le meilleur film de Paul Verhoeven. Et vous savez quoi? Je pense que je vais partir sur Robocop parce que là, je vais laisser mon cœur qui parle. Vraiment, Garde à vue est un excellent, très grand film, mais je dois partir sur Robocop. Predator ou Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau, j'ai découvert ce film très récemment. Enfin, je l'ai pas découvert jeune, je l'ai découvert il y a quelques années. Et évidemment, j'ai été transporté par le film. Je trouve qu'il est d'une poésie et d'une beauté magnifique, superbe. Mais bizarrement, il me fait moins d'effet que les films que j'ai découverts en étant gamin. Les films d'animation que j'ai découverts en étant gamin, enfin je veux dire là vous allez vous désabonner direct, mais j'ai plus été ému devant le Petit Dinosaure 1 que devant Le Roi et l'Oiseau. Donc là c'est de la pure subjectivité, je l'ai pas découvert au bon moment et j'ai pas grandi avec ce film, auquel cas ça aurait été sans doute un grand monument dans ma cinéphilie, mais j'ai pas été transporté autant que le film le mérite, ça arrive. Mais du coup, si je dois être vraiment très honnête, je pars sur Predator. La valse des pantins ou Mad Max 2. J'ai calé la valse des pantins parce qu'on a beaucoup parlé, notamment vu qu'il a été complètement pompé par le premier Joker. C'est un film que je trouve très malin, La valse des pantins. C'est pas mon film préféré de Scorsese, hein. Honnêtement, je trouve qu'il y a quand même vraiment un gros manque de subtilité et plus une envie d'être percutant, d'être toujours ultra vindicatif, mais de manière peut-être un peu gratuite, comme c'est aussi un reproche, vous allez me détester, mais que je peux faire à Taxi Driver, par exemple. Je préfère quand Scorsese est plus subtil et plus, paradoxalement, plus politique. Je crois que je préfère honnêtement le Scorsese depuis les années 2010 que le Scorsese des années 80, qui évidemment est enragé et furieux et brûlant, mais que je trouve aussi moins maîtrisé et qui manque justement de cette sagesse que j'aime tant dans un film comme Killers of the Flower Moon, que je trouve beaucoup plus subtil et pourtant beaucoup plus puissant. Face à ça, Mad Max 2, qui est un grand film évidemment, qui a tout changé, qui a tout révolutionné, je devais partir sur Mad Max 2 et sortir La valse des pantins. Bon, là, c'est deux chefs-d'œuvre, hein. Là, c'est deux grands chefs-d'œuvre, mais si je suis honnête, y a pas vraiment de débat. Je passe un peu plus vite parce que je pense que ces films-là, vous les connaissez,
Et de toute façon, je reviendrai forcément sur le gagnant. Enfin, je veux dire, il va aller loin. Il était une fois en Amérique, évidemment. Souvent, on le considère comme étant le plus grand film de l'histoire. Franchement, c'est pas déconnant. Bon, c'est pas mon cas. Je trouve qu'il y a mieux, voire même beaucoup mieux, voire même dans la filmo de son réel, il y a mieux. Mais ça, on va en reparler tout de suite. Mais en tout cas, je dois sortir Il était une fois en Amérique, qui est quand même un grand morceau de cinéma, même si j'aime beaucoup Paris, Texas. Peut-être pas non plus à sa juste valeur. Je lui voue moins un culte que la plupart des gens. Mais voilà, bref, je dois partir sur Il était une fois en Amérique. Oh, Reds ou Blue Velvet. Alors Reds, c'est un grand morceau de cinéma qui pareil est pas si connu que ça. Enfin, il est extrêmement connu parce qu'il a eu énormément d'Oscars, mais c'est pas un film que je vois souvent cité sur YouTube, hein, très honnêtement. C'est pourtant, encore une fois, j'aime beaucoup les fresques. Et là, on est sur une grande fresque réalisée par Warren Beatty, qui réalise un film, c'est-à-dire vraiment une épopée même, sur la destinée de Reed, qui est un Américain communiste, donc un journaliste américain, qui est connu pour ses revendications, ultra communistes, et surtout sa couverture de la révolution bolchevique. À partir de là, on a vraiment une grande reconstitution, enfin, vous voyez bien aux images, c'est quand même assez colossal. On a une grande fresque sur le rôle des images et des journalistes dans les grandes manifestations et révolutions politiques, notamment la manière de filmer les années 10, autant du côté de l'URSS que du côté des États-Unis. On a un casting incroyable, tout est dans Reds, et pourtant, les amis, je pense que je vais partir sur Blue Velvet, parce que c'est le premier David Lynch que j'ai vu. J'ai découvert David Lynch avec Blue Velvet au cinéma, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'étais un gamin, je vais rentrer au lycée, je crois. J'aime beaucoup l'ambition totale de Reds, mais les amis, Blue Velvet, par son univers absolument génial, par cette séquence de In Dreams qui enfin vraiment, moi au cinéma, j'avais les larmes, par ce méchant asthmatique complètement fou, par l'innocence de Kyle MacLachlan, qui parle à Laura Dern quand Laura Dern lui fait un joli discours sur l'amour dans une bagnole avec la petite musique de Badalamenti. Bon, j'en ai des frissons, rien de dire parler, je fais passer Blue Velvet, évidemment. And for the longest time, there was just this darkness, and all of a sudden, thousands of robins were set free, and they flew down and brought this blinding light of love. Oh, ok, alors pour moi, là, il y aura zéro débat. Il y aura zéro débat là-dessus. Je trouve, vous allez me haïr, hein, je trouve le Cercle des Poètes Disparus très surestimé. Je trouve qu'on est face à un film très académique. J'ai l'impression d'être face à un film à Oscar, hein, honnêtement. Un film qui enfonce des portes ouvertes et qui au final, vraiment, enfin, à part dire, oui, vivre au jour le jour et la vie est belle, qu'est-ce que j'en tire de ce film-là? Bon, c'est un peu réducteur, vous allez me haïr, mais voilà, c'est pas un film qui m'a non plus transcendé, et à côté de ça, le film de Wolfgang Petersen, Das Boot, où on suit le quotidien des membres d'équipage d'un sous-marin qui est engagé dans des batailles navales absolument redoutables, jusqu'à avoir l'ordre de traverser le détroit de Gibraltar et d'affronter la plus grande flotte du monde, flotte britannique. Film très long, mais c'est un film qui en paraît en durée 20 minutes, Das Boot. Franchement, Das Boot, c'est un grand chef-d'œuvre, et à partir du moment où j'aime pas trop de toute façon le film Le Cercle des Poètes Disparus, que je trouve vraiment très surestimé, pour moi je le place plus au niveau le discours d'un roi que au niveau d'un Das Boot. Voilà, je vais vite faire sortir Le Cercle des Poètes Disparus sans aucune hésitation. Alors les amis, Alien 2, vous savez que c'est loin d'être mon Alien préféré, j'ai même envie de dire que c'est le pire, et que je préfère Alien 4 à Alien 2, et à côté, film pas si connu que ça, alors que c'est signé quand même Sidney Lumet, qui est quand même un grand maître du cinéma, et qui réalise ici Piège mortel. Piège mortel, ça nous plonge dans la peau de Sidney Bruhl, qui est un auteur qui a connu le succès par ses pièces de théâtre, mais qui depuis quelques années ne fait qu'enchaîner les échecs critiques et publics. Et du coup, il sait plus quoi faire pour retrouver le succès, et il tombe sur un ancien manuscrit que lui a fait parvenir un de ses étudiants. Du coup, pour lui, c'est l'occasion parfaite de revenir sur le devant de la scène, mais à condition de faire croire à tout le monde que le texte est de lui, et que son étudiant ne se manifeste pas. Du coup, comment faire? La manière le plus pratique, ce serait de juste tuer l'étudiant, non? Voilà, donc un pitch que je trouve assez génial, un casting composé de Michael Caine et Christopher Reeves, dans rôles principaux, donc vraiment gros casting, et un film très théâtral. Tu vas avoir un décor quasi unique, pareil, quasiment en huis clos, avec une science de Sidney Lumet pour que ce soit jamais ennuyant. On est loin d'être sur un théâtre filmé, on est sur un film profondément cinématographique avec des cadres pensés de A à Z pour être, ou symbolique ou percutant. C'est difficile pour vous, enfin je pense que ça va être difficile d'imaginer le nombre de rebondissements qu'il y a dans ce film, ça part dans tous les sens. C'est vraiment un film très grinçant, c'est un film qui est plein d'humour noir, plein d'ironie, avec un humour même assez british en vrai. Franchement, face au film de James Cameron qui
Enfin, je me suis exprimé plein de fois sur Alien 2, donc sur la chaîne, vous trouverez assez facilement ce que j'en pense de ce film. Je vais aller sur Piège mortel sans aucune hésitation. Are you sure this is the right key? Ye gods, Houdini opened them in a milk can 10 feet underwater and you... The Thing ou To Live and Die in LA. Ok, The Thing, tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore dans cette chaîne, je sais que tout le monde aime ce film. Je trouve qu'il y a quand même un auteur... Enfin, franchement, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez par rapport au génie qu'il est et ce qu'il a apporté au cinéma. Les amis, je trouve qu'on parle pas assez de William Friedkin. Hein. Et dans To Live and Die in LA, où on va suivre du coup ce flic complètement tête brûlée et obsédé par une traque au point qu'il va complètement oublier toute notion de justice en fait pour devenir presque un justicier juste hanté et déformé par la vengeance. Je trouve qu'on est quand même face à un grand morceau de cinéma aussi, hein. William Friedkin, en fait, quand il tourne ses films, vraiment, il se renseigne à fond dessus. Il cherche un réalisme total, et ça donne des scènes qui sont tellement percutantes. Je pense notamment à cette scène de fabrication de fausses monnaies, qui est juste géniale. Je pense à ce Los Angeles absolument pourri, enfin absolument dégueulasse, la manière qu'il a de filmer Los Angeles. Je pense que ça pourra forcément plaire à ceux qui ont aimé la manière de filmer la ville dans Taxi Driver par exemple. La ville est crade, la ville est sale, la ville est construite sur des cadavres, on y meurt dans l'indifférence la plus totale. William Friedkin pose sur Los Angeles un regard vraiment crasseux quoi. Et c'est difficile de parler de ce film sans parler de l'énorme et très connu course-poursuite en bagnole qui est sans doute le climax du film avec un découpage chirurgical vraiment d'une précision folle de Friedkin. Chaque plan est vraiment compté au millimètre près, tout est contrôlé, tout est d'une efficacité absolue. Enfin vraiment, je trouve qu'on est face à un grand cinéaste. À côté de ça, The Thing est évidemment un monument de l'horreur des années 80, mais vous connaissez tous The Thing, et j'ai un peu envie d'amener le William Friedkin un peu plus loin pour voir où ça nous mène. Donc, les amis, je vais sortir The Thing dès le premier tour, et je vais aller sur William Friedkin. Ok, Indiana Jones 1 contre Blade Runner. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. Parce que de toute façon, c'est des films qui sont radicalement différents. Je peux pas laisser sortir Blade Runner dès le premier tour. C'est quand même pour moi un de mes films de science-fiction préférés et vraiment un grand monument de la science-fiction. Indiana Jones 1 se fait surpasser par le 3. Je sors Indiana Jones 1, je suis désolé. Retour vers le futur. Ok, vous connaissez tous Retour vers le futur, vous adorez tous Retour vers le futur. Laissez-moi m'attarder 12 secondes sur Fievel et le Nouveau Monde, qui est un film réalisé par Don Bluth, avec le soutien de Tonton Spielberg, où on prend place en Russie en 1885, dans un monde peuplé par des souris, et des souris qui sont de plus en plus menacées par l'arrivée des chats. Du coup, Fievel, qui est une souris, et sa petite famille décident de quitter la Russie pour émigrer aux États-Unis, et ça va être le début d'une histoire quand même franchement un peu glauque, hein, une histoire un peu bizarre, une histoire qui est ouvertement politique, hein, avec évidemment un discours sur l'Amérique et sur ces immigrés qui font l'Amérique, sur la manière dont l'émigration a construit toute l'Amérique, tous les États-Unis, avec ces chats qui symbolisent la montée de la violence, de l'antisémitisme, de la corruption, de la haine, et qu'on est obligé de fuir, ce qui mène carrément à des exodes pour arriver dans cette terre promise que seraient les États-Unis, sauf qu'une fois arrivés aux États-Unis, les immigrés se retrouvent face à des problèmes qui sont tout aussi horribles. De la mafia aux rues absolument dangereuses et dégueulasses en passant par l'exploitation des gamins, enfin tout y est, vraiment, les immigrés ne sont pas forcément autre chose que de la chair exploitable pour les Américains. Et dire ça dans un dessin animé fait pour concurrencer Disney avec une animation 2D absolument sublime et vraiment des séquences très fortes, je trouve ça vraiment assez génial. Donc, et moi j'ai pas, et je m'attarde vite fait là-dessus, j'ai pas autant d'amour que vous pour Retour vers le futur, qui est pour moi un honnête blockbuster divertissant des années 80, bien foutu, bon concept, drôle, effectivement, ça s'arrêtera là pour moi. Ça s'arrêtera là pour moi. Donc, je vais faire avancer Fievel et le Nouveau Monde. Ok, alors, derrière d'Histoire sans fin, j'ai mis 2 McTiernan, tiens. Et j'ai déjà fait passer Predator de l'autre côté, donc
Je vais pas mettre John McTiernan, d'autant plus que l'histoire sans fin, je vous encourage à découvrir ma vidéo sur l'histoire sans fin que j'ai réalisée en stop motion avec Juliette Gangle, qui a fait la partie stop mo, qui est sans doute la meilleure vidéo de la chaîne et la plus intime. Vous comprendrez ma relation à ce film. L'histoire sans fin doit forcément aller plus loin. Oh bah il y a un Schmilblick, il y a 2 fois Paris Texas, ok bizarre, mais de toute façon Paris Texas ici va sortir. Je vous le dis direct, va sortir puisqu'en face c'est Pluie Noire. Je vous ai déjà parlé de Pluie Noire dans ces films comme Oppenheimer en mieux. C'est l'un des films le plus violents que j'ai vu, sur les conséquences de Hiroshima sur la société japonaise et sur ceux qui ont survécu à Hiroshima. Et en fait, on va suivre des hommes donc qui ont survécu, mais le Japon voit en eux des espèces de cicatrices vivantes en fait, voit en eux des espèces de cadavres, des espèces de zombies qu'ils n'acceptent plus. Ces survivants vont payer le prix de la folie destructrice des hommes, alors à la fois d'Oppenheimer et des États-Unis, mais aussi des Japonais qui voient en eux vraiment une espèce de trace de l'histoire qu'ils veulent absolument oublier, et les personnes irradiées sont rejetées de la société, elles sont vues comme des moins que rien, elles ne sont plus vues comme des humains, elles sont vues comme des vestiges d'un passé horrible. Et c'est un film qui est rempli d'images extrêmement fortes et extrêmement traumatisantes. L'introduction de Pluie Noire, c'est glaçant, c'est terrible. Et la description terrible qui est faite de cette société japonaise traumatisée par Hiroshima et qui devient presque aussi inhumaine du coup que les Américains qui leur ont infligé l'enfer, c'est quand même vraiment horrible. Vraiment, on suit le destin de ces survivants d'Hiroshima et c'est l'un des plus grands, sans doute le plus grand film sur la bombage que j'ai vu et l'un des plus grands films que j'ai vu tout court. C'est colossal, Pluie Noire, et il faut le découvrir absolument. Oh bah putain, bon bah il y avait 2 fois Top Gun aussi. Bon bah les amis, cette fois Top Gun va passer du coup, parce qu'en fait face à Le Grand Bleu, il y a vraiment zéro débat, les amis. Top Gun a une deuxième chance, je sais pas ce qui s'est passé avec ce logiciel, putain ma production les amis. Mais bah Top Gun se retrouve finalement au second tour. Et ça, on l'avait dit, hein, le tour d'après, ça va être un massacre. Bah là, on a 2 grands films. J'adore l'ambition et j'adore ce que fait Bertrand Tavernier de cette France des années 20. Enfin, vraiment, c'est du grand cinéma. Mais Kagemusha, qui est peut-être d'ailleurs le film de Kurosawa le plus connu, hein, sorti en 1980, c'est vraiment le début des années 80. Et je veux dire, c'est un film, c'est vraiment une merveille visuelle, quoi. Chaque plan est un tableau, la composition est merveilleuse. C'est vraiment un film... En fait, quand on voit les images de ce film, on se demande en permanence comment c'est possible. Comment le cinéma peut accoucher de ça. Tout est symbolique, en permanence on se demande comment il arrive à diriger si bien ses acteurs, comment il a cette science de capter comment la caméra va pouvoir rendre chaque image plus spectaculaire encore. Enfin vraiment, c'est un grand divertissement et c'est d'une intelligence folle. Kagemusha, j'adore La Vie et Rien d'autre et s'il vous plaît, regardez-le, découvrez-le, mais je vais partir sur Kurosawa ici. À côté de ça, Robocop contre Vidéodrome. Vidéodrome doit passer plus loin. J'adore Robocop, mais de toute façon, je pense que vous êtes aussi beaucoup à le connaître et à l'adorer. Vidéodrome, pour l'impact qu'il a eu sur moi, je dois aller sur Vidéodrome, évidemment. Your body has already done a lot of changing, but that's only the beginning. The beginning of the new flesh. Oh, alors ça, en vrai, celui-ci, attention, très bonne question, hein, parce que la science du découpage de John McTiernan dans Predator, c'est une merveille. Franchement, il y a très peu de cinéastes d'action qui parviennent à ce point filmer l'action et l'espace dans l'action, c'est-à-dire que la capacité, notamment dans Die Hard et dans Predator, qu'il a de toujours rendre l'action ultra lisible, qu'on sache en permanence, même si le découpage est hyper nerveux, où est tel ou tel personnage, ce qu'il fait, ce qu'il vise, vers quoi il se dirige. Il y a vraiment une science du placement dans l'espace et du découpage chez John McTiernan qui est quand même assez inégalé, hein, honnêtement. À côté, George Miller, qui a eu l'audace de tout réinventer en fait avec Mad Max 2. Je veux dire, Mad Max 1 n'est pas du tout ce qu'on imagine quand on pense à Mad Max. C'est avec Mad Max 2 que les grandes plaines désertiques, les combats de bagnoles hyper rapides, les méchants complètement fous, l'univers post-apo est arrivé. Donc c'est quand même un film matriciel, absolument matriciel. Et j'ai tendance à dire que Mad Max 2, pour son importance dans le ciné et pour l'impact aussi qu'il a eu sur moi, j'adore Predator, mais je vais aller sur Mad Max 2, je pense. Et là, les amis, c'est compliqué, hein, parce que quand je pense, en fait, au rythme tellement limpide, tellement
intelligent. Quand je pense au casting avec Robert De Niro et James Woods qui sont un duo complètement dingue, avec Jennifer Connelly qui apparaît pour la première fois à l'écran et qui est complètement génial aussi. Quand je pense à la direction artistique, quand je pense à la musique même de Ennio Morricone dans Il était une fois en Amérique qui est une de ses plus belles compositions, quand je pense à cette version de 4 heures qui est d'une ambition dingue, qu'il était une fois en Amérique, ça semble un peu imprenable. Dans sa première partie, la première partie est folle. Sergio Leone est un monstre dans la première partie. La deuxième m'a un peu plus laissé sur le côté. Je veux dire, la deuxième partie de Il était une fois en Amérique, même si je l'aime moins que la première, roule sur 99,9% de la production américaine. Hein. Mais le nombre de flashbacks, les rêves, un peu mal intégrés au récit, je trouve, les retours en arrière, un peu intempestifs, m'ont un peu fait sortir du film face à la puissance et à la simplicité de la première partie. Et j'ai presque envie de dire que de Sergio Leone, je préfère Il était une fois une révolution, qui est de lui, mon film préféré par contre. Et à côté Blue Velvet, vous connaissez mon histoire avec Blue Velvet. Les amis, je pense que je vais sortir Il était une fois en Amérique. Je pense que je vais sortir Il était une fois en Amérique et je vais laisser Lynch aller plus loin, quoi. I'll send you a love letter. Straight from my heart, fucker! You know what a love letter is? Ok, ouais, donc de l'autre côté, on va avoir du coup des grands morceaux aussi. Et c'est compliqué pour moi. Das Boot est un film peut-être qui m'a pas autant marqué que Piège Mortel. Parce que Piège Mortel, c'est vraiment un film drôle, c'est un film énergique, c'est un film hystérique. C'est un film plus facile à voir aussi que Das Boot, qui est un gros morceau de cinéma, mais qui dure quand même presque 4 heures, hein, les amis, et qui se passe dans un sous-marin presque tout le long de ces 4 heures. Il y a de la tension absolue, évidemment. C'est un grand morceau de ciné, mais la simplicité, la beauté en fait de Piège Mortel fait que, enfin vraiment, c'est pas un film à sous-estimer. Hein. Je l'ai placé là parce que je sais que pas grand monde le connaît. C'est dommage, et il faut absolument que ce soit plus connu, Piège Mortel. Vous allez vous régaler. Voir Michael Caine jouer comme ça, voir Christopher Reeves jouer comme ça, c'est un régal. Je vais aller sur Piège Mortel. Franchement, To Live and Die in LA, c'est à mon sens un des meilleurs films thriller, policier, action des années 80 quoi. Mais Blade Runner m'a tellement marqué comme tout le monde, je veux dire, cette fin, ce monologue, cette musique de Vangelis. J'en ai des frissons à en y reparler en vrai. Je pense que ça choque personne si je sors William Friedkin, mais s'il vous plaît, réhabilitez William Friedkin. Vraiment, c'est le grand cinéaste des années 80 pour moi, et même plus que ça, je veux dire, même avant sa mort, le mec a quand même fait des bugs, a quand même fait des Killer Joe. Il faut revoir du William Friedkin, même si là je le sors pour Blade Runner, je suis obligé. Bah alors là, par contre, vous voyez, on est sur deux films qui sont mes films de gamins, enfin des films de jeunesse, des films que j'ai découverts jeune, et des films que j'ai revus du coup avec un nouveau regard. Ceux qui ont vu ma vidéo sur l'histoire sans fin, s'il vous plaît allez voir cette vidéo, savent que du coup j'ai un regard très particulier sur le deuil qui est fait dans l'histoire sans fin. Je vais devoir faire sortir le film de Dan Bluth, dont je prononce absolument mal le nom, mais pareil, si vous l'avez pas vu, enfin voilà, ou même si vous l'aviez oublié, revisionnage en famille de Fievel et le Nouveau Monde, vous allez vous régaler hein, les amis, c'est vraiment un superbe dessin animé. Par mon histoire personnelle, je dois aller vers l'histoire sans fin, même si je sais que c'est pas le meilleur film de ce tournoi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres films de ce tournoi qui sont meilleurs subjectivement que l'histoire sans fin, mais il y a aussi forcément de la subjectivité qui rentre là-dedans, et l'histoire sans fin doit aller plus loin pour moi. For me, you're my friend. I love you. Ouais, bon voilà, Pluie Noire Top Gun, Pluie Noire les amis, vraiment je le place tellement au-dessus d'énormément de films. Pluie Noire, c'est un énorme concurrent pour la finale. Hein. Pluie Noire, c'est une merveille de cinéma. Top Gun, je me suis déjà exprimé dessus. Pluie Noire va plus loin, c'est sûr. Bon, bah Dieu, je vais partir sur Cronenberg, les amis. Autant Kagemusha est peut-être mon Kurosawa préféré, c'est pas peu dire, hein. Autant le David Cronenberg a tellement changé ma vision du cinéma, vraiment, enfin, après avoir vu Vidéodrome, qui est le premier film de Cronenberg que j'ai vu aussi, les amis, j'ai écrit, je pense, 50 scénarios de body horror adolescent. Bon, vous imaginez bien, c'était pas génial, hein, mais je veux dire, ça m'a défini, ce film m'a profondément défini. Kagemusha, j'ai passé 3 heures incroyables, et j'espère que vous allez le découvrir aussi, ou le revoir après cette vidéo, parce que c'est vraiment un grand morceau. Vidéodrome doit aller plus loin pour moi, parce que ça a longtemps été mon film préféré. Donc, je pars sur Vidéodrome. Ce qui fait que, oui, bon,
là, je passe rapidement, je vais aller sur Blue Velvet. Je vais aller sur Blue Velvet parce que j'ai énormément d'amour pour ce film. Alright, let's hit the fucking road. We're giving our neighbor a joyride. Let's get on with it. Oh, dis donc. Bon, j'espère vous avoir donné envie de voir Piège Mortel, j'aurais fait mon taf. Superbe film à l'humour et à l'ironie grinçante, génial. Blade Runner est tellement une pièce emblématique du cinéma, une pièce maîtresse que je vais aller sur Blade Runner. Bon, et là, je vais devoir arrêter ma subjectivité, même la subjectivité ne marche plus. Je veux dire, pluie noire, en fait. C'est trop, faut imaginer cette journée du 6 août 45, cette espèce de journée de canicule qui pèse sur Hiroshima jusqu'à ce qu'il y ait un éclair, une espèce de flash aveuglant, un bruit absolument terrible et un souffle dévastateur qui détruit la région en quelques secondes. Puis ce saut dans le temps où on quitte la ville et on se retrouve en pleine campagne, avec ces personnes irradiées par la bombe, mais survivantes, qui font peur, qui se font tabasser, qui doivent être invisibilisées par une société absolument inhumaine, car traumatisée. Et voir comment on gère ce traumatisme, c'est un sujet qui est tellement essentiel et tellement important et tellement peu abordé, la société japonaise post-Hiroshima, dans toute la violence et dans tout son trauma, et surtout là c'est fait avec une maîtrise de la mise en scène et de l'image qui est tellement puissante. L'Histoire sans fin est l'un des films les plus importants pour moi, par le vécu que j'ai. Pluie noire est l'un des films les plus puissants que j'ai pu voir tout court. Je vais devoir laisser ma subjectivité de côté les amis, et je vais amener Pluie noire parce que c'est quand même vraiment une merveille. Ok, donc pour aller en finale, ça va être Vidéodrome contre Blue Velvet, qui sont deux films qui ont profondément changé ma vision du cinéma, les deux. L'étudiant en fac de ciné que j'étais sera en train de péter un plomb face à ce choix. Une très belle affiche de Blue Velvet d'ailleurs. Les amis, je vais envoyer Blue Velvet en finale. Je vais envoyer Blue Velvet en finale. Voilà. Et oui, bah voilà, de l'autre côté, Blade Runner, Pluie noire. Les amis, je suis désolé pour Ridley Scott, hein. Mais ça va être Pluie noire. C'est vraiment le monument que vous imaginez. C'est le grand monument pour moi des années... Enfin, vraiment, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est un parti pris tellement fort de traiter des invisibles et de se rejeter et de le faire sans aucun pathos et sans aucun effet larmoyant, parce que son sujet est suffisamment fort et il est traité de manière assez intelligente, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Pluie noire, les amis, j'avance sur Pluie noire, je sors Blade Runner. Ça va être, du coup, j'imagine, une finale Pluie noire contre Blue Velvet, ouais. C'est quand même vraiment deux énormes chefs-d'œuvre, hein, les gars. Et vous savez quoi? Pour tout ce que j'ai dit sur ce film depuis le début, même Blue Velvet est ma découverte du cinéma de Lynch et ma découverte d'un tout nouveau cinéma. Ça a tout changé pour moi dans ma vision de découvrir et de voir le cinéma, vraiment. Mais Pluie noire, j'ai découvert plus tard, et je vous jure qu'il m'a fallu des jours pour m'en remettre. C'est un choc absolu. C'est... Pour tout ce que j'ai dit sur ce film depuis le début de cette vidéo, les amis, le plus grand film des années 80, ça va être Pluie noire. Voilà les amis, bah évidemment tout est subjectif. Dans ce tournoi, vous allez dire qu'il va manquer des films, vous allez dire que certaines fois vous auriez pas sorti tel ou tel film. C'est normal, hein, c'est ma chaîne dans le sens, c'est ma personnalité, merde. Mais de toute façon, voilà, le tournoi est en description, donc vous pouvez le faire vous-même chez vous et voir quel film va gagner et va s'en sortir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, de toute façon, je lis tous les commentaires et ça m'intrigue de voir quel serait votre film préféré des années 80, qui est quand même une énorme période, on l'a bien vu. On n'oublie pas de s'abonner et de mettre la cloche. On a aussi un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne et faire des vidéos si travailler. Donc n'importe quel petit soutien est vraiment hyper apprécié. Je suis aussi sur Instagram, le lien est dans la description. Bah abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater, à la fois sur Insta et à la fois sur YouTube, parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. On se retrouve très bientôt les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.